Alors, bonjour Daniel. Écoute, bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à notre journée ufologique dans le cadre de notre 20e anniversaire de l'Association québécoise d'ufologie. Euh, on était excessivement intéressés à t'avoir comme conférencier suite à l'apparition du livre OVNI Conscience. OVNI et Conscience qui est, selon nous, une vraie révolution dans le domaine de l'ufologie. C'est un champ d'exploration vraiment fantastique. Comment vous êtes venu à créer ce livre-là en co-participation? Oui, merci d'abord d'accepter de m'interviewer pour le 20e anniversaire de l'Association québécoise d'ufologie. Le livre OVNI et Conscience, c'est pas un livre qui est facile à résumer et je peux pas présenter dans le détail tous les travaux des 7 contributeurs. Hein. Il y a 7 auteurs qui ont participé à l'élaboration de ce livre. En fait, on est tous des chercheurs, des ufologues, et certains d'entre nous ont une grande expérience de l'ufologie et puis des enquêtes sur le terrain, dont moi, et aussi Éric Zurcher et puis aussi Fabrice Bonvin. Et on s'est aperçu que les explications, enfin l'explication principale qui a été donnée du phénomène OVNI depuis le début des recherches dans ce domaine ne correspondait pas à ce que nous on enregistrait dans les témoignages. C'est-à-dire que l'explication qui prévalait jusqu'à présent, c'était celle de visiteurs extraterrestres, donc en provenance d'une planète située dans notre galaxie, et qui, en utilisant un vaisseau spatial, venait visiter la Terre, et puis prenait des plans de la bande, étudiait les humains, étudiait le comportement des humains, et puis repartait, revenait, enfin, voilà. Cette hypothèse extraterrestre au premier degré, hein, et aussi hypothèse qu'on a appelée l'hypothèse Tollet-Boulon, nous semblait vraiment très insuffisante et on va dire, ne correspondait pas à ce que nous, on enregistrait lors des témoignages. Et donc, on s'est posé la question, si ce n'est pas l'hypothèse extraterrestre au premier degré, si les ovnis ne sont pas forcément que des engins spatiaux purement matériels en tôle et boulons, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut donner une autre explication du phénomène OVNI, autre que celle qui prévalait jusqu'à présent, qui était celle de l'explication de l'hypothèse extraterrestre au premier degré et de l'hypothèse Tollet-Boulon. Alors, déjà, le comportement du phénomène OVNI est très étrange et défie les lois de la physique. On a des objets, entre parenthèses, qui sont au repos, et qui brusquement passe de la vitesse 0 à 5000, 6000, 7000 km/h, de façon quasiment instantanée. Une fois qu'ils ont atteint cette vitesse, ils sont capables de virer à angle droit. Donc ça, c'est vraiment déjà 2 caractéristiques du phénomène OVNI qui sont incompatibles avec ce que nous, on sait des lois de la physique. C'est-à-dire qu'aucun engin terrestre n'est capable de partir de 0 et de se déplacer à 5000 ou 6000 km/h ou de faire un déplacement à angle droit à cette vitesse-là. Ensuite, les ovnis apparaissent, semblent matériels, puis disparaissent subitement, comme si ils s'étaient volatilisés. Et surtout, ce qu'on a constaté au fil des enquêtes qu'on a menées sur le terrain, c'est qu'il y avait ce que j'appelle une interférence entre le phénomène OVNI et la conscience humaine. Et c'est aussi l'une des bases de ce livre, OVNI et Conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des engins, on va dire des engins spatiaux qui visitent la Terre, c'est aussi quelque chose, et moi je préfère utiliser l'expression d'intelligence exogène, c'est-à-dire extérieure à la Terre, sans préjuger de la nature de cette intelligence exogène, extraterrestre ou autre, qui interfère de façon étroite
avec les consciences humaines. Ça, c'est un constat qu'on a fait, qui n'était pas pris en compte, on va dire, dans les premières enquêtes qui étaient faites au sujet du phénomène OVNI, sauf peut-être un des grands précurseurs de l'ufologie, qui est Jacques Vallée, qui avait déjà pressenti en 1975, dans son livre intitulé Le Collège invisible, qui avait déjà pressenti la connexion qu'il y avait entre le phénomène OVNI et le psychisme humain. Et donc nous, en fait, bon, on est parti un petit peu des travaux de Jacques Vallée, des réflexions de Jacques Vallée, et nous, on a continué, et bon, il se trouve qu'on a réussi à rassembler, disons, des gens d'un certain niveau, avec formation universitaire, qui avaient le même point de vue sur le phénomène OVNI et qui proposaient une explication commune de ce phénomène. Voilà. Ce sont les bases de départ de ce livre qui, à bien des égards, marque une rupture avec ce qui a été fait auparavant. C'est-à-dire que si on reprend toute la littérature ufologique, bon, depuis la fin des années 40 jusqu'à maintenant, l'hypothèse qui prévalait, c'est l'hypothèse extraterrestre, de visiteurs extraterrestres qui viennent sur notre planète. Nous, on a un petit peu abordé le sujet sous un autre angle. Voilà. Alors, bon, OVNI et conscience s'intègrent dans un mouvement qui est beaucoup plus vaste, qui est un mouvement, on va dire, d'envergure, enfin, c'est la science même qui est engagée dans un mouvement beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, on était plutôt dans une physique matérialiste, c'est-à-dire une physique qui considérait que l'univers et que la conscience était produite par la matière et que l'univers n'était que de la matière. Bon, après, on a découvert aussi qu'il y avait de l'énergie, donc la réalité pouvait se réduire à la matière et à l'énergie. Donc la science a cherché à connaître les lois qui régissent le comportement de la matière et de l'énergie. Mais il se trouve que au XXe siècle, en approfondissant l'étude de la matière, on s'est aperçu que finalement les constituants ultimes de la matière, c'était de l'énergie et de l'information. C'est ce que dit Jacques Vallée dans une de ses conférences qu'il a fait à Bruxelles. Il dit que jusqu'à présent, était essentiellement une physique et de l'énergie, et que maintenant, au XXe siècle et plus encore au XXIe siècle, on rentre dans l'ère d'une physique de l'énergie-information, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'ultime composant de la réalité, c'est de l'information. Alors qu'est-ce que l'information? Ça, c'est une question. Philippe Guillemont dit que l'information, c'est ce qui reste lorsqu'on a enlevé la matière et l'énergie. C'est-à-dire une qualité physique, l'information. C'est-à-dire que c'est une espèce d'entité mesurable. C'est pas simplement comme ce qu'on fait actuellement, on échange de l'information, c'est-à-dire qu'il y a un émetteur d'information et un récepteur d'information. Ça, c'est l'information, la conception subjective de l'information. On est passé à une conception non subjective, mais objective de l'information, c'est-à-dire que l'observation, maintenant, en physique, est considérée comme une quantité mesurable, c'est-à-dire quelque chose qui est le constituant ultime de la réalité et qu'on peut mesurer. Alors voilà, donc l'ouvrage OVNI et conscience s'inscrit dans ce vaste mouvement des idées qui a commencé dans la seconde moitié du XXe siècle et qui se poursuit au XXIe siècle, des idées qui remettent en question ce que l'on savait de la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la réalité et quel rapport la conscience humaine a
avec cette réalité. Et le phénomène ovni entre tout naturellement dans le champ de cette réflexion. Hein. Et effectivement, lorsqu'on étudie le comportement du phénomène ovni, on a l'impression que l'intelligence exogène qui est derrière ce phénomène et qui génère ce phénomène, qui contrôle ce phénomène, est une intelligence qui serait déjà capable de maîtriser cette physique de l'information. C'est-à-dire que les ovnis seraient la création d'une physique qui pour l'instant reste à faire, reste à constituer, et qui est la physique de demain, c'est-à-dire la physique de l'information. C'est-à-dire qu'on ne manipule plus la matière au niveau des atomes, ni même au niveau de l'énergie, mais carrément au niveau de l'information. Comme lorsqu'on, par exemple, on fabrique un film avec des images virtuelles, c'est une simple comparaison. Hein. Je ne dis pas que les ovnis sont des images virtuelles, hein. Mais simplement, je dis que, à titre de comparaison, maintenant, on sait recréer des images virtuelles qui ont vraiment un aspect qui ressemble à la réalité telle qu'on l'aperçoit à l'extérieur. Des fois même, les images virtuelles sont beaucoup plus fines et beaucoup plus délicates que ce que l'on perçoit même à l'extérieur. Et en fait, ces images virtuelles ne sont que de la manipulation de l'information, puisque bon, les ordinateurs fonctionnent avec des microprocesseurs qui manipulent des 0 et des 1, voilà, ou des équations ou des algorithmes. Donc voilà, notre ouvrage s'intègre dans un mouvement beaucoup plus vaste de changement de paradigme dans la science. Alors, ça va pas se faire brutalement, ni en quelques années, ça prendra peut-être quelques dizaines d'années, mais je pense que on va dans cette direction, et le livre, de ce point de vue, est un livre précurseur. Voilà. C'est un livre qui se démarque de ce qui a été fait et qui ouvre de nouvelles perspectives de recherche dans le domaine à la fois du questionnement sur la réalité et dans le domaine de l'ufologie. Vous faites aussi un détour très, très intéressant du côté des états altérés de conscience, l'état modifié de conscience par les drogues, les opioïdes et la fameuse drogue avec des chamans sud-américaines qui ont une certaine, corrige-moi si je me trompe, Daniel, une certaine affinité avec qu'est-ce qui est parlé en physique quantique dans votre bouquin. Tu parles des travaux de Romuald Le Terrier, c'est ça, qui est ethno-biologiste, enfin, qui étudie l'influence des plantes sur le psychisme humain, c'est ça? Ouais. Oui, alors ça, c'est très étrange, ça fait partie aussi, on va dire, de cet ensemble de réflexions sur la notion de réalité, la notion de science. Effectivement, Romuald Le Terrier est allé souvent en Amérique du Sud, chez les Indiens Shipibo, et il a fait des expériences en absorbant de l'ayahuasca, c'est-à-dire une drogue hallucinogène, hein, qui est fabriquée par les Indiens. Et lors de ces expériences, effectivement, il a rencontré des entités. Et puis, il y a des chamans qui, en absorbant cette substance, l'ayahuasca, qui ont fait des peintures. Et il y a un peintre dont je ne me souviens plus le nom, des peintures absolument extraordinaires et vraiment très très belles, très colorées. Et dans ces peintures qui retranscrivent de façon artistique ce que lui a vu lors de ses transes chamaniques, dans ces peintures, on voit des ovnis et on voit des entités extraterrestres. Alors là, c'est vraiment stupéfiant, parce que, bon, si les ovnis n'étaient que des engins matériels qui venaient visiter la Terre, comment se fait-il qu'on retrouve ces engins dans les peintures de quelqu'un qui a fait des expériences chamaniques et qui a eu ses visions en état de transe? Donc là, on aborde un sujet qui est à la fois passionnant et un petit peu déroutant, et on commence à
à subodorer, si vous voulez, que en fait, lorsqu'on est dans un état de transe chamanique, on a accès à une source d'information qui dépasse, disons, le niveau de la réalité matérielle. Alors, il y en a qui appellent ça le domaine de akashique, c'est-à-dire où se trouveraient toutes les informations de l'humanité. Et dans cet état de transe chamanique, on pourrait accéder à cette source d'information infinie, et les extraterrestres eux-mêmes pourraient y accéder. Et c'est pour cette raison que lors de ces transes, il pourrait y avoir, disons, un contact et une communication entre la conscience et la psyché humaine et la conscience et la psyché des extraterrestres. Dans une réalité que moi j'appelle une réalité psychophysique qui serait à la frontière entre notre réalité matérielle et puis une réalité supérieure. Enfin, après, chacun des auteurs a eu une approche particulière vis-à-vis de ces thèmes. Bon, moi, en fait, mon approche était principalement axée sur les témoignages recueillis auprès des gens qui avaient vu des ovnis. Et dans mon chapitre, je répertorie 7 types d'interférences entre la conscience humaine et puis le phénomène ovni. Et cette interférence peut aller très loin. Hein. Ça va simplement, la première interférence, qui est souvent rapportée dans les témoignages d'ovni, une personne est en train de faire quelque chose et puis subitement, elle a l'impression qu'on lui envoie un ordre et qu'elle est obligée de se retourner, hein, comme si l'ovni l'interpellait, et elle se retourne et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un ovni. Moi, j'ai enquêté sur de nombreux cas où la personne était affairée à faire quelque chose, et d'un seul coup, quelque chose en elle l'interpellait, et puis l'obligeait à se tourner vers l'ovni, comme si l'ovni lui envoyait une espèce de message télépathique, entre guillemets, et l'obligeait à se retourner pour voir l'ovni. Bon, ça, c'est le premier type d'interférence. Moi, j'en ai compté 7, il y en a peut-être d'autres. Et disons, le type d'interférence le plus impressionnant et le plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle les enlèvements. Les enlèvements, bon, qui a été étudié par des grands chercheurs, hein, notamment, c'est vraiment, on va dire, l'étape ultime de l'interférence entre le phénomène ovni. Qu'est-ce qui se passe? La question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand se produit un enlèvement. Alors nous, on parle d'enlèvement, parce que le témoin dit « j'ai été comme enlevé à bord de l'OVNI ». Mais est-ce qu'il a été réellement enlevé physiquement? Et est-ce qu'il a été réellement enlevé à bord d'un vaisseau spatial? Là, on peut se poser de nombreuses questions, parce que lorsqu'on regarde les témoignages, on a des témoignages de gens qui disent, par exemple, qu'ils étaient dans leur lit, avec leur époux ou leur épouse à côté, et qu'ils ont eu l'impression qu'ils sortaient de leur corps, donc ils se sont vus en train de dormir, et qui ont traversé le plafond de leur chambre à coucher, le toit de leur maison, et sont rentrés dans une espèce de vaisseau qui se trouvait au-dessus de la maison. Mais leur corps physique était toujours allongé dans le lit. Donc, est-ce que c'est une expérience physique, corporelle, matérielle, ou est-ce que c'est une expérience de conscience? Et les personnes, lorsqu'elles sont rentrées dans le prétendu vaisseau, en général, elles rentrent par le dessous et elles sont comme aspirées par une espèce de rayon lumineux. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas, celui qui est enlevé a l'impression qu'il est guidé par une espèce de rayon lumineux et il pénètre dans le vaisseau. Et là, le vaisseau, alors il le voit d'une certaine grandeur lorsqu'il était à l'extérieur, et lorsqu'il rentre dans le vaisseau, il s'aperçoit que le vaisseau est immense. Ah, alors, là, il y a un problème d'espace et de temps. Donc, est-ce que le vaisseau est matériel ou c'est autre chose? En plus, bon, quand il revient, souvent, bon, il s'aperçoit,
je me suis endormi à minuit, je reviens, il est 3 heures du matin, il y a eu un décalage dans le temps, parce que ce qu'on appelle les missing time. Donc voilà, cette réalité des ovnis, on a l'impression qu'elle manipule la conscience des gens et qu'elle manipule l'espace-temps. Et en fait, l'être humain est incapable de résister à cette manipulation. C'est ça aussi qui est un petit peu, je dirais, inquiétant, c'est que lorsqu'on regarde, enfin lorsqu'on étudie les témoignages, on s'aperçoit que on ne peut pas résister à une injonction produite par un ovni. On ne peut pas résister à un enlèvement lorsque l'intelligence exogène a décidé de vous enlever. Sauf dans certains cas exceptionnels où la personne a dit non, je ne veux pas être enlevée, et bon, finalement, elle n'a pas été enlevée, mais ça reste rare. Voilà. Oui, comme on a Voilà. eu une expérience un peu un de nos cas, que la personne devant les entités était complètement, elle s'est sentie comme devenue tout engourdie et vraiment devoir partir, elle se sentait vraiment, et elle s'est mise à prier, à invoquer ceux qui croient en Dieu, Dieu, tout ça, et elle est devenue excessivement en Et colère voilà, et ça l'a sorti de cet état-là tout à fait. et les entités Et est voilà, partie. donc ce qui tendrait à prouver que l'état de conscience de la personne a une influence sur le phénomène lui-même. Parce que le fait de se mettre en colère, d'avoir un état de conscience différent, interfère avec le phénomène lui-même. Donc on a l'impression que ce n'est pas purement physique, parce que si c'était purement physique, même si on est en colère, on se ferait enlever. Donc voilà, on est toujours au niveau psychique et au niveau de la conscience. Je me demandais si vous aviez des explications tant qu'à la furtivité du phénomène. Ce phénomène-là est pratiquement improuvable. Est-ce que ces entités exogènes-là, est-ce que c'est volontaire de leur part? Oui, alors ça, c'est une question intéressante. Effectivement, l'élusivité, la furtivité du phénomène ovni est une des caractéristiques principales de ce phénomène. Ce qui montre, entre parenthèses, que c'est un phénomène qui nous connaît bien et qui, d'une certaine façon, n'a pas envie d'interréagir directement avec nous. C'est lui qui contrôle les situations. C'est pas nous qui contrôlons, c'est lui qui contrôle les situations, dans tous les cas. Alors, bon, je pense que ça fait partie de la stratégie qui est mise en œuvre par l'intelligence exogène. Après, quelles sont les raisons et les motivations qui poussent cette intelligence à rester élusive et à ne pas vouloir entrer en contact directement avec nous, ça, je ne pourrais pas le dire, puisque moi, je suis un être humain avec une psychologie humaine. Je ne peux pas projeter sur une intelligence exogène mes propres motivations. Mais je pense qu'il y a certainement une raison profonde à cette élusivité, à cette furtivité, au fait que, alors, il y a des choses très étranges. Bon, vous avez par exemple des cas où vous avez des témoins qui voient visuellement un ovni et l'ovni n'est pas détecté par les radars. Inversement, les radars détectent une présence, un ovni ou une présence étrangère, mais cet ovni n'est pas vu par les gens. Alors, tous les cas de figure sont possibles. Alors ça, c'est extrêmement étrange. Et ça suppose, de la part de cette intelligence, une maîtrise de la matière, parce que je pense qu'il y a quand même un aspect matériel dans le phénomène ovni, puisqu'on a quand même des cas où l'ovni a laissé des traces au sol. On a des cas célèbres en France où on a des traces au sol sur la végétation. Il y a le cas de la Marante, notamment en France, qui est bien connu, où la végétation a subi les effets de l'ovni. Et puis, il y a aussi des traces physiques où certains témoins ont des rougeurs, des marques étranges sur le corps. Donc, il y a quand même aussi des effets physiques. Mais pas seulement. Il y a aussi des effets qui sont non physiques. Voilà. Mais en tout cas, ça relève d'une technologie. Alors, le rêve des scientifiques ou des militaires qui pourraient étudier le phénomène ovni
en ayant l'espoir de pouvoir s'accaparer cette technologie à des fins militaires, je pense que c'est complètement illusoire. Je pense que cette technologie est tellement supérieure à la nôtre et capable de maîtriser les lois de l'espace, du temps, de l'énergie et de l'information à un niveau tellement élevé qu'on serait incapable, qu'on est complètement incapable de reproduire les prouesses de cette technologie. Voilà. Et notamment la furtivité qui serait bien utile pour nos avions de chasse, par exemple. Ah, merci beaucoup, Daniel. Tu présides aussi, tu es à la tête de l'organisation OVNI Investigation, c'est avec très grande réputation. Est-ce que tu peux nous en parler? Avec plaisir. Oui. OVNI Investigation est une association ufologique qui date de 2003. En fait, c'est la reprise d'une association, bon, je ne sais pas si vous l'avez connue au Canada, au Québec, qui s'appelait SOS OVNI, qui était dirigée par Perry Petrakis, bon, qui est sorti un peu de la scène ufologique en 2003, et donc SOS OVNI est rentré en sommeil. Donc nous, on avait déjà accompli un certain nombre de travaux, d'enquêtes, on avait créé une base de données informatique. Donc on s'est dit, on ne va pas laisser perdre tout ce travail. Donc on a décidé de créer en 2003 l'association OVNI Investigation qui est basée à Lyon. Donc moi j'en suis le président. Le premier président c'était Jean-Pierre Troadec, hein, qui est aussi connu dans le milieu ufologique. Aujourd'hui, cette association compte à peu près une centaine de membres, principalement en France, répartis sur l'ensemble du territoire français. Donc nous, notre objectif, c'est essentiellement de collecter les témoignages, de faire un travail de terrain et d'être à l'écoute des gens qui ont vu un phénomène inexpliqué. Bon. Alors, bien sûr, ça ne nous empêche pas de réfléchir à ce que c'est que le phénomène OVNI. La preuve, bon, c'est que j'ai écrit OVNI et conscience. Mais dans le cadre de l'association, on ne défend pas de théorie spécifique en ce qui concerne les OVNI. Notre principal travail, c'est de récupérer de l'information, d'être au plus près du terrain et au plus près des témoins. Parce que l'ufologie, en fait, la source principale d'information des ufologues, ça reste le témoignage. Sans le témoignage, malheureusement, on ne va pas beaucoup avancer. Alors, il y en a qui ont exploré la piste des documents déclassifiés des services secrets américains, notamment du FBI. Hein. Il y a Jean-Gabriel Grélé qui a fait un travail remarquable en épluchant des milliers de pages déclassifiées des rapports américains. On peut apprendre des choses en étudiant les documents déclassifiés, mais ça reste des connaissances qui font partie du passé. Par contre, si on veut voir le phénomène évoluer en temps réel dans le présent et dans le futur, il faut avoir un réseau d'ufologues bien implanté, bien réparti sur l'ensemble d'un territoire. Et c'est ce qu'on essaye, enfin c'est ce que j'essaye de faire en France, de créer un réseau de responsables régionaux d'enquête qui sont capables d'avoir une réaction rapide lorsqu'il y a une observation qui est signalée à un endroit, hein, et donc ils peuvent se déplacer rapidement dans les 48 heures, rencontrer le témoin, aller sur le terrain, prendre des photos, éventuellement prendre des échantillons et faire un rapport d'enquête très rapidement. Donc on a, avec ce réseau d'enquêteurs, je dirais qu'on a presque une vision en temps réel de ce qui se passe. Voilà. Tout à fait d'accord. Un peu, voilà. C'est l'approche qu'on a aussi également ici à l'AQU. Nous avons des directeurs régionaux dans chaque région administrative du Québec. Aussitôt qu'un rapport rentre sur le site web, il est envoyé directement au directeur régional qui, lui, prend la responsabilité d'aller se faire l'enquête le plus rapidement possible. C'est vraiment la meilleure option de faire. Mais ça reste, je dirais, le premier étage de la fusée. C'est-à-dire que on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas d'accumuler des informations. Bon, c'est bien beau de faire des rapports, mais si on les laisse dormir dans un tiroir, ça ne sert pas à grand-chose. Bon,
le deuxième étage de la fusée, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place au sein de l'association Omni Investigation, c'est de créer une base de données. Et là, si vous voulez, on commence avec les outils informatiques dont on dispose à notre époque. Hein. Ça, on n'aurait pas pu le faire il y a 30 ans ou 40 ans. Maintenant, on dispose d'outils informatiques assez puissants et de logiciels qui gèrent des bases de données qui peuvent nous permettre de gérer des milliers de cas. Bon, là, dans notre base de données Omni Investigation, on a 1070 cas. Donc, ça représente déjà quand même un échantillonnage assez intéressant. Et à partir de ces cas qui sont enregistrés sur une base de données informatisée, on peut déjà faire un travail statistique. On peut déjà essayer de dégager des constantes, des caractéristiques du phénomène OVNI qu'on n'aurait pas pu voir ou comprendre si on en était resté à la rédaction de rapports papier. Donc, on entre aussi, de ce point de vue-là, dans je dirais, dans une nouvelle ère de l'ufologie où l'informatique, la gestion de ce qu'on appelle maintenant les big data, c'est-à-dire les gros fichiers, va devenir quelque chose d'important. Je pense que c'est la voie vers laquelle se dirige l'ufologie, qui est déjà pratiquée, qui a déjà été pratiquée qui est pratiquée par des organismes comme le GEPAN. Le GEPAN a une base de données avec 7000 cas. Le GEPAN, c'est le groupement d'études et d'informations du phénomène OVNI en France. Hein, c'est un organisme officiel qui a déjà une base de données de 7000 cas. Donc voilà, et plus on va enregistrer de cas, et plus on va pouvoir comprendre de façon fine le comportement du phénomène OVNI. Écoute, Daniel, ton livre est en vente un peu partout. Il est en vente ici, il est en librairie au Québec. Disons qu'il est en vente. Oui. OK. Il est en librairie au Québec. Oui. On peut se le procurer. On va mettre aussi toute l'information nécessaire sur le site, sur notre site web et également lors de la journée ufologique. Les livres, c'est sûr qu'on peut pas. On va essayer de voir. On peut dire aux gens d'aller directement au magasin. C'est l'édition des temps présents. Il devrait avoir le problème au Québec. Il est accessible. On s'en est procuré. D'accord. On voudrait te remercier énormément du temps que tu as pris de nous expliquer. Bon, je sais qu'on peut pas aller dans le détail. C'est pour ça que c'est assez. On donne l'appétit aux gens d'aller l'acheter, d'aller le lire. C'est excessivement passionnant. Et merci de ton travail. Merci pour l'implication que tu as dans l'ufologie. Et j'espère avoir le plaisir de se recontacter, de se reparler, puis Omni Investigation et l'Association québécoise d'ufologie, frères et sœurs, ou cousins, cousins d'Amérique, cousins français, comme on peut le prétendre. Alors, merci Daniel. Puis, merci beaucoup. Merci beaucoup, puis on te fera... merci à vous. OK, merci.